presque 25%, c'est-à-dire presque un quart de la population, s'engage dans une association. Je reviendrai après sur cette précision, mais quand on était parti surtout sur les associations. En revanche, ce n'était pas exactement le sujet, je pensais que c'était plutôt le bénévolat, mais en revanche, 70% des salariés des associations sont des femmes. Ah, donc, il y a une petite nuance. Alors, cette parité, encore une après, cette parité relative, hein, c'est juste, voilà, cette parité, c'est pas tout nouveau, elle s'est un petit peu renforcée entre notre enquête de 2010 et notre enquête de 2013, mais à peine. En fait, on était déjà presque à la parité, et le pourcentage la croissance du bénévolat associatif était un petit peu plus importante chez les hommes que chez les femmes, donc ça a à peu près rattrapé la parité. Alors, vous me demandiez dans quel domaine sont plutôt les femmes. Alors ça, effectivement, quand on regarde par domaine, là, ça devient un peu différent, mais moins que je ne le pensais. Donc, vous passez la suivante. Et donc, dans le social et le caritatif, vous vous apercevez que, finalement, là, le pourcentage des hommes qui sont dans ce secteur et les femmes qui sont dans ce secteur. J'ai mis les femmes de ce côté-là et les hommes à droite. Et les hommes sont à droite. En principe, si je n'ai pas fait de bêtises, c'est dans tous les tableaux comme ça. Et donc, c'est à peu près pareil hein, dans le social et le caritatif. Les grosses différences, ça ne va pas vous étonner, c'est dans le sport et jeunesse et éducation populaire. Donc dans le sport, là, on a un pourcentage d'hommes beaucoup plus important. Et dans le jeunesse, éducation populaire, où là, c'est le pourcentage de femmes qui est beaucoup plus important. Bon, on voit après des nuances, hein, mais donc, le secteur de la santé, c'est un petit peu plus féminin. Et après, c'était des secteurs qui étaient un peu trop petits, et donc je ne préférais pas donner les chiffres. Alors, après, j'ai essayé de faire un petit flash sur les motivations. Donc, c'est la suivante. Et donc, là, je me suis servi d'une autre enquête qu'on appelle le baromètre d'opinion bénévole, qu'on fait avec une association qui s'appelle Recherche et Solidarité, et qui, en 2012, a posé une question qui me paraissait intéressante et surtout qui était homme-femme, mais un peu par tranche d'âge. Alors, donc là, c'est présenté un peu par tranche d'âge, mais je voudrais donner les traits communs. Donc, on voit des motivations qui sont quand même relativement voisines, sauf que, ça on le voit chez les jeunes et chez les personnes en activité professionnelle, les femmes sont un petit peu plus nombreuses à dire qu'elles prennent un engagement associatif pour eux, parce qu'elles veulent donner du sens à leur vie. C'est une motivation un petit peu plus annoncée par les femmes que par les hommes. Et au contraire, les hommes annoncent comme motivation un peu plus souvent que les femmes le fait de travailler en équipe. Et ce que j'ai trouvé assez marrant, c'est que c'est le fait de travailler en équipe, mais quand on regarde parmi les retraités, pour les hommes, ce qui va devenir un peu plus important pour les femmes, c'est le fait d'avoir une insertion sociale. Le bénévolat associatif, c'est une partie du bénévolat. Quand on interroge dans ces enquêtes, on demande aux gens d'abord s'ils consacrent du temps pour autrui de façon gratuite. Et on s'aperçoit que le bénévolat associatif est un peu moins chez les femmes que chez les hommes. C'est-à-dire que les femmes, globalement, sont en proportion plus nombreuses à déclarer faire du bénévolat, mais elles sont beaucoup plus nombreuses à déclarer faire du bénévolat. Nous, on appelle ça un peu informel, mais de proximité. Alors, on pense que c'est l'école, on donne un coup de main, la personne âgée du bout de la rue, le soutien scolaire du gamin du voisin, et des choses comme ça. Et ce qui nous a un peu interpellés, c'est que entre 2010 et 2013, c'est-à-dire que ce n'est pas une très longue période, ça augmente. Donc un bénévolat moins structuré et moins associatif qui a l'air d'être plus important chez les femmes et en augmentation. Alors une autre chose à la suite donc, qui nous a pas mal étonnés, c'est que les femmes sont aussi plus nombreuses que les hommes, et c'est en nette augmentation, à faire un bénévolat ponctuel plutôt
un bénévolat régulier sur toute l'année. Alors, les présidences, alors ça j'ai cherché ça, c'est pas une enquête de France Bénévolat, c'est une source ministère de la jeunesse et des sports et de la vie associative avec le CNRS, qui dit qu'il y a un léger progrès, mais encore une très faible proportion de femmes présidentes, puisque en moyenne, c'est 33% des présidents d'associations qui sont des femmes. Et je me disais, il doit y avoir certains secteurs dans lesquels c'est beaucoup plus. Beaucoup plus, on arrive à monter jusqu'à 44 dans la culture, mais on n'est pas encore du tout à la parité. Alors, dans les sports, comme vous imaginez, c'est pas là où ça brille le plus. C'est tellement évident. C'est tellement évident, oui, comme vous dites. Mais dans les loisirs, c'est pas beaucoup non plus. Dans l'action sociale, je ne trouve pas que ce soit monstrueux non plus. Enfin, dans aucun secteur, c'est énorme. Alors, pour ce qui est de la présidence, on peut se poser la question, est-ce que les femmes, est-ce que c'est la même chose que un petit peu dans toute la société où il y a une position par rapport à l'environnement, une position par rapport au pouvoir, etc. Ou est-ce que je me disais, est-ce que on sent bien que le monde associatif a un modèle de fonctionnement et que les nouveaux bénévoles se sont plus ou moins à l'aise dans ce mode de fonctionnement. Et je me demandais, est-ce que les femmes ne veulent pas de ce pouvoir formaté comme ça? Enfin, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a une spécificité aussi quand on regarde la difficulté que les associations ont à renouveler leurs dirigeants, et quand on regarde un petit peu plus près, quelquefois on a l'impression de voir quand même des dirigeants aussi qui s'accrochent. Je crois qu'il y avait eu un débat sur ce sujet que vous avez animé d'ailleurs aussi. Et donc, est-ce que les femmes, du coup, ont par rapport à ce mode de fonctionnement une posture un peu différente qui fait qu'elles sont moins présentes dans les présidences? Et du coup, je me disais, dans le fond, est-ce que la solution à ce problème du renouvellement des dirigeants associatifs, est-ce qu'il ne faut pas la chercher du côté de motivation et d'envie de mode de fonctionnement un peu différent qu'il y aurait chez les femmes? Et donc je me demandais si ce côté un peu négatif, quand on voit que les présidences sont tellement encore, j'ai envie de dire, plutôt confiées à des hommes, est-ce qu'il ne faudrait pas pousser les femmes pour qu'elles jouent aussi sur le modèle de présidence et le modèle de gouvernance dans les associations? Et est-ce que ce ne serait pas favorable à l'évolution des associations et au recrutement de bénévoles, y compris de base? Enfin, c'est un peu ça les questions auxquelles j'arrivais, en me demandant si ce n'était pas elle qui aurait un peu la clé du renouvellement associatif qu'on cherche tous les uns et les autres, parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de gens ont envie d'être bénévoles, mais qu'ils ne trouvent pas tellement l'association qu'ils recherchent, et beaucoup d'associations cherchent des bénévoles, et elles ne trouvent pas les bénévoles qu'elles recherchent, et on a l'impression qu'il y a une espèce de divorce qui se fait, et que peut-être qu'il faudrait que les femmes soient plus présentes dans la réflexion sur ce décalage qui se fait. Donc voilà un peu les questions que j'avais envie de mettre au débat, en n'ayant pas beaucoup de certitude avec ce que je dis. Il me semble, mais c'est aussi de mémoire, je n'ai pas regardé, il me semble que les créateurs étaient des hommes, mais que dans les jeunes associations, on a beaucoup plus de créatrices maintenant. Et qu'à ce moment-là, elles peuvent prendre la présidence de façon beaucoup plus facile. Mais je ne serais pas capable de vous donner un chiffre et je ne suis pas sûre que j'en ai lu. C'est plutôt un petit peu l'impression. Peut-être qu'il y en a dans le mouvement de ministère. Les chiffres de la préfecture de police font état de 60% de création d'entreprises. D'associations plutôt. De création d'associations par des femmes. 60%. 60%. Donc dans les jeunes associations. Dans les jeunes associations, les créations. On aura même une majorité. Oui, et donc on ne sait pas après quel est le devenir de ces associations, mais il y a une très forte... et moi-même, en tant que DDVA, je suis sollicitée vraiment majoritairement par des femmes pour créer des associations. Et ça, c'est un chiffre qui a évolué ces dernières années, j'imagine. Très fortement. Et là,
joueuse, j'ai fait du sport à mon niveau. Je suis enseignante aussi, j'étais enseignante en éducation physique dans des collèges-lycées. Maintenant, je suis à l'université. Donc, je suis à la fois professionnelle au niveau du sport et puis aussi bénévole depuis longtemps, après avoir été joueuse, entraîneur bénévole à l'époque, pas rémunérée. Donc, et puis, je suis devenue logiquement dirigeante au sein du Stade français. J'ai d'abord été présidente de la section handball. J'ai lâché prise parce qu'après j'ai été élue au comité directeur. Alors là, j'ai été sollicitée par les membres du comité directeur pour rentrer effectivement, pour apporter un élément féminin supplémentaire au comité directeur, mais parce que quand même j'avais déjà été présidente de la section handball. C'était pas uniquement, enfin je me suis rassurée comme ça en me disant c'était pas uniquement parce que j'étais une femme, c'est parce que j'avais dû montrer quand même quelques compétences avant. Bon. Et je suis restée sur ce profil. Présidente, c'était la première fois qu'il y avait une présidente de cette section? Non, parce qu'il y a une particularité au Stade français, bon, je ne veux pas faire un retour historique, mais si le handball féminin a été créé par une femme qui s'appelait, ce qui est morte il y a bien longtemps, qui s'appelait Christiane Guillaume, qui avait été quelqu'un d'important au niveau de la jeunesse et sport d'ailleurs. Et elle avait créé cette section handball en 1945, quelque chose comme ça. Donc, curieusement, la section handball féminine du Stade français a toujours été présidée par une femme. Donc moi j'ai repris ça et après je suis devenue membre du comité directeur. Et puis le président du Stade français a décidé que le sport c'était important au Stade français quand même, parce qu'on est un club omnisport. Et il m'a nommée vice-présidente chargée des sports. Donc je suis devenue vice-présidente du Stade français omnisport, chargée des sports. J'avais des relations avec les différentes sections sportives, il y a une vingtaine de sections sportives au Stade français, donc il y avait de quoi m'occuper. Et puis, parallèlement à ça, j'avais des occupations dans le monde du handball fédéral. À la Fédération française de handball, j'avais été sollicitée pour être membre d'une commission qui s'appelle le jury d'appel. Puis, de fil en aiguille, j'ai fait connaissance avec le futur président de la fédération et qui m'a demandé du coup d'être présidente. Alors, je suis présidente d'une commission de la fédération. Pas la plus gaie pour les clubs, puisque ça s'appelle les réclamations et les litiges. Donc quand ils viennent me voir, en général, ils ne sont pas contents. C'est pas non plus typiquement féminin. Non, c'est pas non plus typiquement féminin. Et ce qui fait que, alors, sans doute aussi les règles sur la parité, etc., ont fait que ce nouveau président de la fédération, depuis 5 ans maintenant qu'il y est, a demandé à de plus en plus de femmes de venir. Et on est à peu près, on représente à peu près 30% des membres du comité directeur. Et au handball, je crois que le nombre de licenciés, ça doit tourner, licenciés féminines, 30-35%. Et ça, c'est nouveau que des femmes soient présidentes de ce type de commission? Vous avez été la première? Dans les commissions fédérales, j'en ai bien peur. Nous sommes 2, même 3 maintenant. Il y a combien de commissions? Il y a une petite dizaine de commissions, donc c'est quand même Significatif. Alors, un tiers. on pourrait se dire, oh formidable, le handball, non, fini le monde machiste du handball. Ça, c'est le comité directeur de la Fédération française de handball. Je veux dire, c'est un peu là où on cache la forêt. Parce qu'après, quand vous redescendez, et comme dans toute fédération, vous avez les services, si on peut appeler déconcentrés, les comités départementaux, les ligues régionales, alors là, c'est déjà beaucoup moins bien. C'est-à-dire qu'en termes de présidence de comité départemental ou de présidente de ligue, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main. Hors des comités, il y en a, c'est chaque département, donc voilà. Et les ligues, il y en a quand même quelques-unes aussi, quoi. Chaque ligue regroupe 3-4 départements, donc voilà. Donc là, mais par contre, il n'y a pas de présidente, mais par contre, les secrétaires, j'en ai pas vu beaucoup. Et oui. On arrive à vice-présidente, ça existe, et secrétaire. Trésorière aussi, mais présidente. Alors, moi, je ne jette pas la pierre aux hommes parce que je ne suis pas sûre non plus que nous, les femmes, on ait toujours envie aussi d'accéder à cette présidence comme si nous, on se disait nous-mêmes, est-ce qu'on en a les compétences? Est-ce que... Je ne sais pas. Il y a aussi ces stéréotypes, quelque chose qui nous renvoie que, globalement, est-ce qu'on a la même manière de voir les choses? Alors, je ne sais pas. Moi, et puis je crois aussi que c'est peut-être l'ampleur de la tâche qui fait peur. Je crois que dans les clubs, quand on cherche des bénévoles, j'ai la sensation, j'ai entendu des clubs qui faisaient ça, des associations, qui proposaient une liste de tâches. Il faut
possible et qu'il l'envoyait aux parents des enfants, hein, en demandant aux gens pour quelles tâches éventuellement vous auriez envie de donner un petit peu de votre temps. Et la deuxième question, c'était combien de temps par mois évaluez-vous votre possibilité, qu'est-ce que vous pourriez donner, une demi-heure, une heure, etc. Parce que souvent, on est tellement peu nombreux comme dirigeants que dès que l'on en veut, on voudrait bien leur donner beaucoup de choses à faire, et je crois que ça fait peur aussi. Donc, ils avaient obtenu quelques petits résultats comme ça, avec des gens qui... Et justement, ça rejoint ce que vous disiez, parce que si ponctuellement les femmes se sentent plus envie d'investir sur une action concrète, peut-être que ça peut permettre de... Ça rejoint de moins effrayé, j'ai la sensation que... Et puis il y a quand même autre chose, enfin, je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais dans le monde du sport, l'argent y rentrant de plus en plus, c'est vrai que ce statut du bénévole qui donne de son temps, qui donne, sans recevoir, je veux dire, en monnaie, en espèces sonnantes et trébuchantes, et bien parfois, oui, on a des gens qui... et je les comprends, parce qu'en temps de crise, on peut se dire aussi, bien d'accord, je donne de mon temps, je donne, est-ce qu'au moins je pourrais ne pas perdre quelque chose en m'engageant, donc il y a peut-être aussi ça qui fait actuellement un peu peur. Et donc, Bastien va nous parler un petit peu du colloque et du fascicule qui est consacré, je crois, au pouvoir et à la place des femmes dans l'association. Voilà. Association étudiante. Dans ce cadre-là, on a mis en place une étude qui porte sur la question de la place des femmes dans les associations étudiantes, et plus particulièrement sur le rapport des femmes au pouvoir dans les associations étudiantes. Donc c'est une étude qu'on a finalisée cette année qui fait suite en fait à une précédente étude qui avait été faite en 2005 déjà. Et l'objectif pour nous était un petit peu de refaire un état des lieux sur cette question-là et de mesurer les évolutions sur ce sujet. Alors, je vais commencer de suite avec une donnée brute, mais qui est que les associations étudiantes en la matière ne diffèrent pas nécessairement des autres associations. C'est-à-dire qu'on retrouve dans le monde associatif étudiant ce qu'on observe dans d'autres associations, de manière peut-être moins affirmée, mais quand même, le fait suivant qui est que la plupart des responsables associatifs sont des hommes. C'est-à-dire qu'on est sur, si on prend la part des responsables associatifs, par responsable associatif, j'entends ici les membres de bureau, on est à 58% d'hommes. Si on monte sur le poste de président, on est à 61%. À titre de comparaison, si on prend l'enquête qui avait été faite par Viviane Chardonnog et Muriel Tabariez sur ce sujet-là, on a 61% de responsables hommes et 74% de présidents. Alors, il y a une étude effectivement plus récente qui montrait 67%. Mais on retrouve quand même un écart important également dans les associations étudiantes. Alors, après, évidemment, on peut aussi affiner un peu cette question-là, et on retrouve là encore d'ailleurs ce que vous disiez dans votre présentation, c'est-à-dire que selon le domaine d'activité, on ne va pas forcément retrouver les mêmes chiffres. Donc si on prend par exemple un domaine tel que la prévention des risques, alors là on va trouver 65% de responsables femmes. On va retrouver après sur des secteurs tels que les droits de l'homme, tels que l'environnement ou la lutte contre les discriminations, une proportion de responsables femmes de 53-54%. A l'inverse, sur des secteurs tels que les médias étudiants, on a 70% de responsables hommes. On a aussi sur les domaines de représentation des étudiants 66%, et sur des thématiques telles que l'animation de campus ou l'entrepreneuriat 60%. Donc on voit déjà qu'il y a vraiment des différences selon les types d'activités, et on observe aussi des différences selon le type d'établissement auquel est rattachée l'association. Parce que l'association étudiante, on touche aussi bien les universités que les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, etc. Alors pour prendre les chiffres les plus significatifs, si on regarde dans les écoles d'ingénieurs, on a 63% de responsables hommes, ce qui en même temps s'explique par une donnée très simple, qui est le fait que les hommes évidemment sont bien plus présents, enfin il y a bien plus d'hommes dans les écoles d'ingénieurs que de femmes. Mais si on va dans les universités, on reste quand même à 54% de responsables hommes. Mais tout ce petit détour sur les questions de thèmes pour insister sur un point qui est que les associations, étudiantes ou autres d'ailleurs, s'inscrivent dans un cadre social qui les dépasse. Donc si on traite de ces questions d'inégalité, de représentation, de part d'hommes et de femmes dans les postes de direction, on voit que quelque part, ça reflète aussi des réalités sociales plus larges. Dans une école d'ingénieurs, finalement, on va retrouver plus d'hommes que de femmes. Après, sur telle ou telle thématique, on va retrouver plus de femmes que d'hommes ou plus d'hommes que de femmes, ce qui va trouver sa racine, on en parlait tout à l'heure, sur ces questions de représentation sociale, c'est de questions d'ancrage social des rôles en fonction des stéréotypes dont on hérite par notre éducation. Ce qui est un débat très très bon. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus, mais pour dire, on ne peut pas se contenter simplement de penser uniquement à partir de la réalité associative. Mais après, il y a
y a aussi des mécanismes associatifs qu'il faut essayer de comprendre pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer cette situation. Si on prend aussi les autres facteurs explicatifs possibles de la persistance de ces inégalités, l'étude elle révèle notamment que dans les associations étudiantes, ce qui à mon avis d'ailleurs peut s'appliquer à beaucoup d'autres associations, il y a une véritable importance de la prise de pouvoir par les mots. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quand même la personne qui sait se mettre le plus en avant, qui sait le mieux se mettre en avant, qui va accéder à des postes à responsabilité. Or, on sait qu'en général, c'est quand même quelque chose qui va avoir une incidence aussi si on pense en termes de genre. C'est-à-dire qu'il est vrai que les hommes sont en général plus enclins à se mettre en avant que les femmes. On l'a vu tout à l'heure avec la présentation que vous faisiez, même sur la motivation à l'engagement. Un homme va avoir plus de tentation, va plus spontanément s'engager parce qu'il a le sentiment de pouvoir apporter quelque chose à l'association. Est-ce que les femmes sont plus d'abord sensibles à la question du projet associatif, du sens général du projet associatif? Un frein important pour les femmes dans l'accès au poste à responsabilité, c'est justement la représentation qu'elles se font du pouvoir. C'est-à-dire qu'elles, ce qu'elles cherchent dans une association, c'est pouvoir participer, c'est être vraiment en phase avec l'action, c'est pouvoir permettre aux bénévoles d'impliquer les autres bénévoles. Or, elles avaient l'impression qu'en prenant à un moment donné un poste de pouvoir, elles allaient se couper du terrain. Du coup, c'était un frein important mentionné assez régulièrement. Or, il est intéressant de voir justement que dans la gouvernance associative étudiante, justement le fait de prendre du pouvoir, le fait d'avoir des responsabilités, c'est au contraire être encore plus dans l'action et faire en sorte d'impliquer le plus de personnes possible. Alors une autre piste aussi pour, je pense, résoudre cet enjeu-là, c'est le fait de quand même d'inciter à un moment donné à une plus grande prise de conscience de l'existence de cette problématique. C'est à un moment de faire prendre conscience que oui, il y a des inégalités qui existent et que ces inégalités s'ancrent dans des stéréotypes qui sont issus de notre éducation. À un moment donné, en prendre conscience, c'est la meilleure manière de s'en défaire. Donc, il y a quand même tout un travail de sensibilisation à faire qui est assez important. Un travail de sensibilisation qui est aussi, à mon avis, à coupler avec un effort de clarification des postes occupés par les personnes dans les associations. Un des gros freins dans le monde associatif pour justement l'accès des femmes aux responsabilités, c'est le phénomène de cooptation. On l'observe aussi dans les associations étudiantes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez un fait qui est que les hommes sont au pouvoir, forcément, vous avez il y a toujours une forme de cooptation qui se fait, et puis ça bloque l'accès pour des femmes. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que vous aviez indiqué que quand une femme prend pour la première fois, c'est pour ça aussi que je vous interrogeais, un poste qui jusque-là avait été occupé par des hommes, les générations d'après ne se posent pas la question. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce sentiment d'un train en marche, et quand cette marche elle a été franchie une première fois, ben voilà, on ne se pose plus la question. Et je trouve que ça, c'est aussi important des fois d'en avoir conscience, parce que voilà, on prend un point. Mais alors c'est vrai que ce que vous disiez à l'instant sur l'idée de faire impliquer davantage, c'est vrai quand même que les femmes ont plus, semble-t-il, ce souci-là d'impliquer l'ensemble des leur environnement. Donc il y a une petite Ouais. différence dans la manière de prendre. Oui, c'est Comme ça. C'est pas flagrant, c'est pas non plus. Mais peut-être. Voilà. Mais pour beaucoup de choses, d'ailleurs, les différences hommes-femmes, elles ne sont pas non plus ancrées. J'insiste sur l'idée qu'il n'y a pas tant de différence, mais plutôt de variation sur un même thème. C'est-à-dire qu'au départ, les motifs de l'engagement, ils sont les mêmes quand même au départ. Mais il y a des petites différences qui apparaissent, des petites variations, des petites subtilités qui font que un homme, oui, va peut-être plus penser son engagement en termes de qu'est-ce que je peux apporter à l'association. Et effectivement, en termes de prise de pouvoir et en termes d'accès au pouvoir, les femmes vont peut-être plus penser sur comment est-ce que je fais en sorte d'impliquer tout le monde. Et les femmes vont peut-être plus se soucier aussi de préparer la suite que les hommes. C'est-à-dire que c'est une problématique importante dans le monde étudiant, mais les femmes, me semble-t-il, ont plus ce souci de comment est-ce que je fais en sorte que les personnes qui me succèdent puissent mener à bien leur mission aussi. Une autre impression là, par rapport Je ne sais pas si aux vous connaissez. Je m'appelle Marie Poutot et je suis déléguée départementale à la vie associative de la direction de la cohésion sociale. Donc je reçois beaucoup d'appels de personnes qui veulent créer des associations. Et comme je disais, il y a beaucoup de femmes. Mais c'est amusant, beaucoup me disent « mais il vaudrait mieux que je mette un président ». Là, c'est une... Mais en même temps, non, mais avec cette idée, un président, surtout par exemple, je pense, dans le monde culturel, parce que j'ai beaucoup de demandes de création d'associations dans le monde culturel, et elles se disent, il vaut mieux quand même avoir quelqu'un de connu. Ce n'est pas
ce n'est pas totalement faux. Si Monsieur Depardon est président d'une association, elle va avoir un essor incroyable. Donc, mais ça, c'est une question qui est récurrente. Mais on me dit qu'il vaudrait mieux qu'il y ait un président. Ça, c'est quelque Il y chose. aurait plus de poids. En termes de stéréotypes, c'est important. Hein, et puis le côté notable, elles sont très très contentes quand elles peuvent proposer une femme notable. Hein, mais c'est l'effet se réfugier un petit peu derrière des notables pour des fonctions de présidence. Ça, c'est quelque chose qui est très très important, hein, dans les demandes. Oui. En fait, je disais que c'était vraiment une question que je me posais parce que je vais monter une association. Et j'ai demandé j'ai des amis qui sont déjà présidents d'associations, donc c'est que des hommes. Ouais. Déjà, quand je leur pose une question, je me demande, je vais me faire rembarrer, comment ils vont le prendre, est-ce que je comprends. Et l'appréhension que j'ai, c'est aussi, je sais que je vais devoir aller aussi défendre mon association, oui, demander des financements. Et la question que je me pose avec du recul, c'est est-ce que j'ai les épaules, est-ce qu'on me regardera de la même façon qu'un homme, est-ce que je serai convaincante? Mais en fait, on fait un amalgame de tout ça, je pense, naturellement. Et moi, là, je suis dans ce questionnement-là. Ça me donne envie de rebondir sur votre question en disant que peut-être que vous auriez peut-être un atout en ayant un homme qui aura plus de considération ou je ne sais pas quoi, mais je me demande si en ayant une femme avec une gouvernance un peu différente, oui, vous n'aurez pas un atout supplémentaire parce que vous arriverez à mieux gérer la sauce et à y faire venir les bénévoles. Enfin, c'est une question que je me pose. Et puis, si vous êtes convaincu, je pense qu'il y a un choix qui a la même intuition. Voilà, oui, mais est-ce que vous ne croyez pas que quand on se demande est-ce qu'on sera à la hauteur, on ne prend pas une espèce d'échelle de référence qui est celle des hommes et qu'on ne sera peut-être pas à la hauteur sur un truc, mais peut-être à la hauteur sur d'autres qui sont extrêmement importants.